Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur de la santé et de l'analyse du secteur de la santé. On va en parler avec Éric Le Bérégout, qui est aujourd'hui Managing Director chez Stifel. Bonjour Éric. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Et oui, c'est presque un thème un peu industriel, mais bon, c'était dans la lignée du débat qu'on avait précédemment avec les invités sur l'utilisation des différents ratios d'analyse. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le métier d'analyse. Ça fait longtemps que vous le faites, vous êtes spécialiste du secteur de la santé, vous l'avez été dans une autre maison avant Stifel, et vous arrivez aujourd'hui avec une forme de page blanche chez Stifel, Éric. Et je trouve ça intéressant parce que, fort de toute votre expérience, il faut quand même d'une certaine manière repartir de zéro. Ouais. Et alors, dans vos métiers, on appelle ça initier ou réinitier un suivi de valeurs, donc dans le secteur de la santé en l'occurrence. Et je trouve ça intéressant de savoir effectivement comment ça se passe quand on repart d'une page blanche comme ça, Éric. Et bah oui, en effet. En effet, c'était un exercice que je n'avais pas fait depuis quelques temps, et c'était intéressant en plus de le faire dans une configuration, c'est vrai, très très particulière, qui a un petit peu obligé, même si on est stock picker forcément par construction, mais de regarder un peu l'environnement, de partir du secteur, de regarder comment le secteur se paye aujourd'hui. Donc la première analyse, elle a été modestement un petit peu macro quand même. Donc on était sur une petite prime par rapport à la valorisation historique. On était à 1,2 fois. Alors là, je prends l'indice santé en général. En Europe, hein. Ouais. 1,2 fois le marché pour une moyenne sur 15 ans qui est plutôt de 1,1. Après, quand on regarde à peu près où est le santé aujourd'hui, où est le secteur aujourd'hui, et la confiance qu'on peut avoir dans la capacité de renouvellement des portefeuilles, sur le rythme d'innovation, etc., on peut se dire 10%. Finalement, par rapport aux 15 ans qui correspondaient aussi au creux de la fin des années 2000, c'est pas très chèrement payé. Ce que je démarrais, c'est les 6 plus grosses pharmaceutiques européennes. Donc, si on regardait celles-là à l'intérieur de l'indice, elles étaient moins chères encore parce que l'essentiel du reste, c'est des biotech. Qui dit biotech dit pas de profit ou PE très élevé. Donc, forcément, celles-là sont un peu plus faibles. Et dans les 6, il y en a une qui est un petit peu à part, qui est Novo Nordisk, qui vole un petit peu haut. Mais sinon, les 5 autres, elles sont pile sur l'indice. Donc, on paye juste le marché. Pas de prime pour une croissance qui est plutôt supérieure, une bonne visibilité. Bon. Deuxième étape, on regarde un peu, alors je vous suis un petit peu régulièrement, inflation, hausse des taux, ça pourrait ressembler à ça 2022. Alors qu'est-ce que fait le secteur pharma quand on est dans ce type de contexte? Donc on regarde 2008, on regarde 2011, on a des choses qui sont très similaires, c'est-à-dire un secteur qui fait 30% de mieux que le marché. Donc, c'est vrai que quand on regarde les dernières années, on se dit le caractère défensif de la pharma, on vient un peu à être critique, à se demander s'il est encore là. Manifestement, dans un contexte assez adverse, le caractère défensif du secteur santé, il est toujours là. Et donc, et par rapport à votre discussion que j'écoutais là à côté, on cherche peut-être à la fois alors de la value dans la pharma, on a essayé, ça marche pas. Non. Mais il y a quelque chose qui est une variante un peu de la value, qui est la valeur de retournement. Donc la valeur à 12 de PE qui forcément a des éléments qui ne sont pas totalement convaincants, mais on a un nouveau management qui arrive, une nouvelle stratégie qui s'installe et peut-être quelque chose qui démarre. Et ce profil-là pourrait être assez intéressant finalement d'essayer de prendre ce genre de valeur. Et pour aller un petit peu rapidement sur ce vers quoi on est sorti après, bon, un Sanofi pourrait peut-être correspondre un petit peu à ça. D'accord. Donc derrière ça, on établit un certain nombre de critères. On regarde sur les quelques dernières années, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic sur le secteur, en fait, on constate que le secteur il n'est pas du tout homogène. Et j'ai pris 5 ans, et en 5 ans, le différentiel de performance entre le meilleur et le moins bon de l'indice, c'est 31%. Ah. Donc il ne suffit pas de dire je fais ou je ne fais pas de la pharma, c'est qu'à l'intérieur, il faut quand même choisir les bons. Si je prends 2021, l'écart entre le moins bon et le meilleur, c'est 75%. Donc, bon. Et donc, on a mis en place des critères, ça ne vous surprendra pas. Le premier critère, il est sur la R&D, parce que s'il n'y a pas de R&D, il n'y a pas de futur dans le secteur. Et puis on a regardé un petit peu justement des changements de management, des recentrages d'activités avec sortie des diversifications, un critère ESG malgré tout parce qu'il est un peu incontournable. Et donc on en a listé 11 comme ça. Et on a ranké 0, 1, 2. 0 on est mauvais, 1 on est moyen, 2 on est bon. 11 critères, 2 points maximum, 22 points. Et je les ai passés et donc on sort un classement. Et il y a 3 groupes.
Et donc, sur les 6 valeurs, c'est ça, ça. C'est les 6 plus grosses valeurs du secteur européen de la pharma. Voilà, donc peut-être les rappeler. Il y a 3 groupes, bien sûr, voilà. Allez-y. Donc, AstraZeneca, Glaxo en Angleterre, Novartis et Roche en Suisse, Novo Nordisk au Danemark et Sanofi en France. Très clair. Voilà. Et donc là, on sort trois groupes, celles qui rankent au moins à 75% sur les 11 critères. Donc là, on a AstraZeneca et Sanofi. Celles qui sont entre 60 et 75%, Novo Nordisk et Roche. Et puis celles qui sont autour d'eux, voire un peu en dessous, Glaxo et Novartis. D'accord. Et donc, on a été amené plutôt à mettre en topic donc les 2 premières pour des raisons assez différentes l'une de l'autre. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ces deux, elles atteignent ce score très honorable, très décent, mais pour des raisons différentes. Totalement. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez vraiment la valeur d'hypercroissance. Ouais, c'est ça. Et là encore, j'entendais le débat sur le PEG. Moi, j'aime beaucoup ce critère parce que j'ai compris qu'il était un peu tombé en désuétude, ce ratio PEG. En fait, je ne savais pas qu'il avait été autant utilisé et que moi, je trouvais qu'on était très, très PE. Et le PE, pour le coup, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Moi, j'aime bien rapprocher une valeur donc le PEG, c'est rapporté à la croissance. Hein, voilà. PE, c'est le prix sur bénéfice. Voilà. Le PEG rapporte ce ratio à la croissance de l'entreprise. Combien je paye mon point de croissance. Et donc, j'ai 15 de PE, 15% de croissance sur 4 ans. Ça me fait 1 de PEG. C'est-à-dire que je paye une fois mon point de croissance. Quand je fais cet exercice, par exemple, sur les 6, la moyenne, c'est 2. La moyenne sur les 6, je paye 2 fois mon point de croissance. Le spread, il est entre 1 et 3. D'accord. Donc, énorme. Bien sûr. 6 grosses valeurs. On n'est pas en train de mélanger les types de sociétés. Et la valeur la plus faible, c'est Astra. Astra se paye une fois son point de croissance. Donc, c'est la croissance la plus forte qu'on paye le moins cher. Et donc là, il y a une espèce de... Incroyable. Ah oui, il y a un mismatch. Il y a une inefficience quelque part. Là. C'est ça. Alors, bon, il y a peut-être différentes manières de l'expliquer, mais moi, je l'explique plutôt sur la partie buy-side, par le fait qu'il y a encore un certain scepticisme sur le fait de ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils sont capables de le refaire. C'est-à-dire, Roche et Novo, c'est les superstars du secteur. Elles ont montré sur des décennies leur capacité à innover, à le faire plusieurs fois, et donc elles sont installées. Sur Astra, c'est plus récent, c'est clairement le travail qu'a fait Sorio, tout le monde reconnaît, c'est super brillant, mais qu'est-ce que ça dit de la pérennité de ce qu'il a mis en place? Et donc, je pense qu'il y a l'envie de se dire, voyons s'il est capable de le faire une deuxième fois avec une deuxième vague de produits, et si la réponse est oui, là, probablement le statut va changer. Le marché veut un peu plus d'évidence. Exactement. Avant de re-rater, de revalider. Voilà. Et 22 va pouvoir lui donner l'occasion parce qu'il y a un certain nombre de résultats cliniques qui sortent de la deuxième vague de produits. Et si ça sort plutôt du bon côté, alors on pourra se dire finalement c'est peut-être plus profond. Ils y arrivent. Voilà. Et Sanofi, alors, c'est quoi? Une histoire de retournement, comme vous dites? Oui, il y a une forme de retournement. Alors, on peut dire que ce n'est pas tout à fait récent. Finalement, le management qui est en place, il commence à être en place depuis 3-4 ans. Donc, des choses, on les a vues arriver. Il y en a déjà qui sont un petit peu matérielles, notamment sur les aspects financiers. C'est assez évident. Ils ont fait des guidance. Ils les ont atteintes, voire dépassés. Ce qui manque, et c'est le point que je mentionnais tout à l'heure, on commence par le premier critère, c'est la R&D. Sans R&D, on a du mal à convaincre vraiment dans la durée. Et sur la R&D, ils n'ont peut-être pas encore suffisamment délivré. Et là, on a besoin de se dire, est-ce que là aussi, le Sanofi dont on parle, si on regarde 10 ans en arrière, c'est un peu le labo qui a investi 4 à 5 milliards par an pendant 10 ans pour sortir assez peu de choses de sa propre recherche. Alors, il y a eu d'assez belles collaborations, ils ont racheté des choses qui les ont aidés à tenir le coup, mais de leur recherche, peut-être pas tant que ça. Là aussi, on va avoir des résultats. Mars, il y en a 3, rien que sur le mois de mars. Il y en a un hier qui est sorti positivement. On va voir les 2 autres. Ça peut donner, et je dirais, chaque fois, on n'a pas forcément des multi-blockbusters. C'est parfois du domaine un peu du symbole, mais dire, tiens, ça y est. Ça change l'état d'esprit des investisseurs. Voilà. Oui, bien sûr. Et si on change aussi là-dessus, l'objectif, c'est pas tout de suite de dire elle va rejoindre les stars, mais c'est une décote un petit peu historique. Est-ce qu'on peut combler la décote et au moins se dire Sanofi, ça vaut le marché? C'est un peu ça le pari. Très intéressant. Il faut, voilà, j'imagine que vous êtes posé cette question, les conséquences directes ou indirectes même d'ailleurs du conflit russe et de la guerre en Ukraine sur ce secteur de la pharma. C'est pas le premier secteur auquel on pense quand on cherche les expositions justement à cette crise russe, mais est-ce qu'il y a quand même des canaux, encore une fois, directs ou indirects, qui sont à surveiller pour ces groupes-là?
Alors, elles sont effectivement assez modestes a priori. Je suis encore en train un petit peu de collecter les retours des différents labos que j'ai pu interroger sur le sujet. L'exposition en termes de revenus, alors si on reste sur les 6 en question, on est quelque part entre 1 et 2% du chiffre d'affaires, les deux pays réunis. Donc c'est relativement modeste. Il y a quelque chose qui me semblait un petit peu plus inquiétant potentiellement, c'était l'exposition aux études cliniques, parce que notamment l'Ukraine est un pays qui recrute potentiellement pas mal de patients dans certaines études. Il semblerait que les grands labos ne soient pas tant exposés que ça, et qu'ils aient une capacité en plus à basculer vers d'autres pays assez vite. Mais attention, en revanche, si vous êtes investisseur sur la biotech, il peut y avoir certaines études où on a 20-30% de patients recrutés en Ukraine. Bon là, c'est clair que le suivi de ces patients-là, aujourd'hui, il est impossible à faire. Donc, il faut être vigilant. Et après, il y a la partie énergie. Ça reste une industrie, donc elle est consommatrice d'énergie. Et là, pour le coup, les sociétés n'ont pas été capables de me dire instantanément quels sont les éléments de sensibilité. Mais bon, c'est quand même une société c'est quand même une industrie, qui a basculé quand même déjà assez rapidement sur des énergies renouvelables. Donc, je pense qu'elle est sans doute un peu moins sensible que quelques autres. Donc je pense qu'on sera assez protégé si on compare entre industries, celle-ci par rapport aux autres. Merci beaucoup Eric pour cet éclairage sur le secteur de la santé. Donc les 6 plus grosses valeurs européennes, Astra, Sanofi dans le premier groupe, c'est ça. Ensuite le deuxième groupe, on trouve les Novo Nordisk et Roche, mais je dirais Novo quand même un petit peu devant, et puis Glaxo Novartis. Merci beaucoup Eric. Eric Le Berrigaud, Managing Director chez Stifel, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission aujourd'hui. Nous nous retrouvons bien sûr demain à 12h30 en direct sur Bismart.